Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple gabonais, peuple camerounais, peuple d'Afrique centrale, peuple d'Afrique, chers membres de la diaspora africaine, je vous informe qu'au niveau géopolitique, et notamment dans la zone CEMAC, Communauté des États d'Afrique centrale, vous aviez deux pays, dont le Cameroun, où le dictateur Paul Biya est là depuis plus de 45 ans, et le Congo-Brazzaville, où le despote Denis Sassou Nguesso est là depuis 40 ans. Ce sont deux dictateurs France-Afrique qui ont beaucoup appris aux arrivants despotes et ou présidents de fait dans la zone France-Afrique, comme le général Brice Clotaire Oligui du Gabon. Et vous, Gabonais, nous, Congolais, et vous, Camerounais, autrefois, on apprenait d'Omar Bongo. Depuis sa mort en 2009, dans la zone d'Afrique centrale, nous avions deux baobabs de la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso et Paul Biya. Nous avions là, en fait, trois pays qui ont l'expérience de la France-Afrique, qui aujourd'hui pond de l'eau en Afrique de l'Ouest. Mais chez nous, en Afrique centrale, elle est encore debout, solide, d'où le déclassement généralisé de la sous-région d'Afrique centrale et notamment de la zone CEMAC au regard des potentialités en matière première et en capital humain. Je répète, la France-Afrique est encore debout et solide d'ailleurs en Afrique centrale, d'où le déclassement généralisé de la sous-région au regard des potentialités en matière première et en capital humain. C'est la zone qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent, l'Afrique centrale. Alors, pourquoi le général putschiste France-Afrique, Brice Clotaire Oligui Nguema, appelle les Gabonais aux assises du dialogue national du 1er au 30 avril 2024, où les participants se pencheront sur un projet de constitution qu'une assemblée constituante sera chargée de rédiger. Le texte qui aura pour cadre la loi fondamentale de 1991 devra ensuite être adopté par référendum. Voilà pour les décors annoncés pour la conservation du pouvoir par le général Brice Oligui Nguema. Déjà, des femmes et des hommes politiques et intellectuels gabonais d'expérience doutent, se divisent, débattent et s'inquiètent de ce fiasco de dialogue annoncé. Ils ont raison. Et pourquoi? Pourquoi ils ont raison de douter, de s'inquiéter, de se diviser au sujet de ce fiasco de dialogue déjà annoncé? C'est l'envers du décor qui va certainement éclairer beaucoup d'entre vous. Et je vous annonce que ce dialogue national à la sauce gabonaise risque d'accoucher d'une souris au profil du général Brice Oligui Nguema
et de ses donneurs d'ordre France-Afrique qui l'ont placé là depuis le 30 août 2023 dernier. Vous savez que la France-Afrique a peut-être le pion de remplacement d'Oligui Nguema au cas où celui-ci échouait à la contre-réaction ou contre-offensive anti-France-Afrique dans ce pays stratégique de l'Afrique centrale pour la France-Afrique. Et voici pour vous l'envers du décor du dialogue national qui divise déjà les Gabonais. Explication. Historiquement, jusqu'à nos jours, dans la zone France-Afrique, je répète, historiquement, jusqu'à nos jours, dans la zone France-Afrique, quand on parle de dialogue, c'est-à-dire avant changement de constitution, on pense toujours au dialogue. Avant hold-up électoral, on pense toujours au dialogue. Après hold-up électoral, on pense toujours au dialogue. Les dialogues sont fins. Cherchez vous-même. Hors zone France-Afrique. Vous prenez toute l'Afrique. Il n'y a que la zone France-Afrique. Où vous avez ces dialogues à la queue-leu qui ne servent à rien. Cherchez partout dans le monde. Il n'y a jamais eu de dialogue avant changement de constitution. Avant hold-up électoral, etc. Avant chaque élection, il faut dialogue. Pourquoi? Avant chaque élection, dialogue. Avant changement de constitution, dialogue. Après élection, dialogue, etc. Dialogue. Et donc, ça pose bien des soucis. Mais pourquoi les dialogues ne sont connus qu'en Afrique centrale, dans la zone France-Afrique, et en Afrique de l'Ouest, dans la zone France-Afrique? C'est parce que les dialogues-là entrent dans les processus ou les mécanismes de la conservation du pouvoir. Si vous entendez dialogue, inclusif ou non, avant chaque changement de constitution, avant chaque référendum, avant chaque hold-up électoral, après chaque hold-up électoral, avant ou après gouvernement d'union nationale, pensez aux stratégies et aux mécanismes de conservation du pouvoir dans la zone France-Afrique. Retenez bien, si vous entendez dialogue, ça n'existe nulle part ailleurs. On ne va pas faire les élections aux États-Unis, on va chercher d'abord dialogue avant. Ni en France, ni en Afrique du Sud, ni au Kenya, ni partout, il n'y a pas. Vous trouverez cette stratégie que dans la zone France-Afrique. Donc avant changement de constitution, dialogue. Avant référendum, dialogue. Avant hold-up électoral, dialogue. Après hold-up électoral, dialogue. Avant gouvernement et d'union nationale, dialogue, etc. Donc ce sont là les stratégies de conservation du pouvoir dans la zone France-Afrique. Par exemple, le despote Denis Sassou Nguesso, qui depuis le coup d'État France-Afrique sanglant de 1997 jusqu'à nos jours, nous avions enregistré plus de 10 dialogues nationaux. Et depuis, ça n'a pas changé. Le pays s'enfonce et Denis Sassou Nguesso est encore là. Les dialogues là n'ont pas empêché Sassou Nguesso de changer déjà 2 fois de constitution, d'organiser 4 hold-up électoraux de 2002, 2009, 2016, 2021, etc. Donc pensez dialogue dans la zone France-Afrique, pensez conservation du pouvoir.
Les dialogues à la sauce d'Export France Afrique, en fait, c'est comme l'artichaut. L'artichaut, c'est feuille par feuille. Donc, on rentre là dans le cycle de vie de conservation du pouvoir dans la zone France-Afrique. Je vous ai fait 4 vidéos sur le sujet. La première vidéo se fait en 2015. Et les autres, ce sont 2017, 18, 19, 20. J'en ai même peut-être 6 ou 7 vidéos sur le sujet. En vous analysant, en vous décryptant le cycle de vie de la conservation du pouvoir dans la zone France-Afrique. Donc ça commence toujours soit par un coup d'État, un putsch ou autre. Après, on passe au dialogue. Au dialogue, c'est pour changer la constitution. Et après, on passe au référendum. Après, élection. Après, élection, hold-up. Après, certainement, il y aura contestation, manifestation, violence, tuerie et tout compagnie. Et après, on appelle au gouvernement d'union nationale pour partager les pouvoirs, les privilèges et autres. Et c'est sans fin. Explication. Denis Sassou Nguesso fait son coup d'État France-Afrique de 1997. Pendant 5 ans, il s'est taillé une transition flexible de 1997 à 2002. Pendant ce temps, il était là pour purger, assassiner, forcer à l'exil, déclasser, emprisonner tous ses concurrents. De 1997 à 2002. Et 2002, il appelle au dialogue, puis change de constitution. C'est de 1992. Parce que la situation du Gabon, moi je la maîtrise très très bien. Ce qui s'est passé de 1991, quand on parle, je connais trop bien la situation gabonaise. Et donc vous imaginez, Sassou Nguesso après le coup d'État, c'est une période de transition flexible de 5 ans. Pendant ce temps, il éliminait tout. Oligui Nguema a confondu vitesse et précipitation. Il a eu certes une transition de 2 ans, mais là on a essayé un peu de dézinguer les pédégistes d'Ali Bongo et tout, déclasser tous ces gens-là et effacer peut-être, voilà, donc les concurrents et autres. Maintenant, Sassou Nguesso en 2002, il vote la constitution du 20 janvier 2002, qui va lui permettre de tricher 2 fois, en 2002 puis en 2009. Et en voyant que la constitution en 2015 est maintenant périmée, et donc il va organiser un coup d'État constitutionnel en 2015 avec ses lots de morts. Et en 2016, il organise une autre élection avec la nouvelle constitution qui continue avec ça, en emprisonnant le général Mokoko élu, comme le cas de Jean-Ping et Maurice Kanto au Cameroun et autres. Et là, en 2001, il tue l'opposant Guy Britt-Parfait Kolela. Et après, il continue là, il se projette pour 2026. Vous imaginez, on rentre dans les mécanismes de la conservation du pouvoir. Et donc, vous les Gabonais, vous êtes dans la NAS. Et vous rentrez là de votre plein gré dans la NAS d'Oligui Nguema, au regard de ce qui précède. Et voici pour vous les signes annonçateurs de ce processus de conservation du pouvoir annoncé par Oligui Nguema. Explication. Ali Bongo, destitué. Aujourd'hui du PDG, l'ancien parti au pouvoir, le parti qu'il avait installé au pouvoir, le PDG, le parti de son père, Omar Bongo, paix à son âme. Et donc là, il vient d'être destitué du PDG. Semble-t-il, pour incapacité. Et pourtant, hier, les PDgistes refusaient de déchoir Ali Bongo de sa fonction de président de la République. Pire, ils l'avaient investi comme candidat à la présidence d'août 2023. Aujourd'hui, ils ont tout fait pour le déchoir à la tête du parti. Quelle ironie
écrit sur Twitter le journaliste congolais Fénélan Massala. Sur ce point, le PDG, le parti, les PDGistes vont certainement passer la main au Lingengema. Donc le PDG passe à l'armée. Donc de ce fait, au Lingengema se prépare à contrôler complètement le PDG. Donc la voie ouverte vers l'élection. Comment on appelle ça? Il peut y avoir peut-être tricherie, il peut y avoir plein de choses, mais au regard du contenu sociopolitique et militaire, bon, on se dit que Nguema est en train de tracer la voie ouverte vers son élection. Parce qu'il a déjà, là il va avoir les armées, 2, il aura le PDG, le grand parti, 3, il est originaire d'un côté des fonds, c'est le plus grand groupe ethnique gabonais, les fonds, 34 ou 35% de la population, et en plus de Bateke, 15% côté maternel, et autres, bon, vous imaginez avec les opportunistes et tout compagnie, mélangés, bon ben, c'est la voie ouverte vers sa réélection. Mesdames, Messieurs, peuple gabonais, peuple congolais, voilà comment on prépare dans la zone France-Afrique la conservation du pouvoir et le maintien au pouvoir des pions maîtres de... Voilà, donc ce qui se prépare là. Ce n'est plus de la politique, on joue à la sorcellerie dans la zone France-Afrique. Donc zappez vos fondamentaux de la politique. Donc là, on est dans autre chose. On s'y prépare comme ça. Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, alors pourquoi les torsons brûlent-ils entre Laurence Ndong et qu'on appelle Jonas Mulenda? Pourquoi les torsons brûlent-ils entre Laurence Ndong et Jonas Mulenda? Ce n'est pas sorcier. C'est parce que, d'un point de vue politique et intellectuel, les deux individus ont des embrouilles. Ils ont des embrouilles. D'un point de vue intellectuel et politique, ils ont des embrouilles. 2, c'est parce que Laurence Ndong, dans la NAS, et puis dans la NAS du pouvoir de Lingengema, oui, bon ben, quand on rentre dans ce système-là, il y a la conservation du pouvoir, bien sûr, pour eux peut-être avantageux, parce que c'est pour le pouvoir, les privilèges, plein de choses comme ça. Hein. Déjà, Laurence Ndong a déjà perdu plein des amis de la résistance sur la place de Paris, parce que, voilà, elle est rentrée dans la cour du roi, donc elle doit être là, donc elle joue, voilà, donc c'est ça. Alors que Jonas Mulenda est contre ce qui précède, c'est-à-dire le processus de la conservation du pouvoir et contre la politique menée par Laurence Ndong au sein du pouvoir de Lingengema. Vous êtes d'accord? Donc sur ce point, ces deux individus ne passeront jamais les vacances ensemble. Donc, les divorce est profond. Parce que Olingengema a déjà Laurence Ndong et Jonas Mulenda devient l'opposant. Vous le savez que Jonas Mulenda est aux yeux des sans-voix gabonais, l'une des voix des sans-voix des Gabonais. Donc, c'est l'histoire qui nous en dira plus. Mais en attendant, nous avions là deux cas d'école de deux politico-intellectuels et qui se divisent par la force de leurs idées. Il y a un qui est rentré dans le mangeoire et l'autre qui résiste. Donc, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde ne peut pas, on ne peut pas mettre les œufs dans un même panier. Et donc, nous sommes dans une situation paradoxale
à l'échelle gabonaise en ce qui concerne des individus, mais en réalité cache beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux nationalistes, euh, patriotiques, comme le cas de Jonas Moulenda, et des enjeux simplement du pouvoir et de la France-Afrique, comme représenté par Laurence Dongre. Il faut le dire la vérité. Et donc là, ce point-là doit éveiller les consciences des Gabonais, mais également des Congolais d'Afrique centrale, parce que nous avions la CEMAC, la communauté des États d'Afrique centrale, dont la première économie est le Cameroun, que vous connaissez. La deuxième économie, ça navigue entre le Congo-Brazza et le Gabon. Et après, vous avez le Centrafrique et le Tchad. Mais là, n'oublions pas la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. Donc nous sommes là aux enjeux. Donc on ne peut pas construire la CEMAC et autres si on ne prend pas conscience des enjeux qui se dessinent aujourd'hui avec les pouvoirs France-Afrique de Lingingema, qui, dans notre zone, on pense déjà à la presse Sassou, peut-être qui cherche à remplacer Sassou par un autre allié qui sera comme Lingingema. Est-ce que cela va-t-il passer? Non, nous, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Il y a les contentieux historiques dans le sud depuis le coup d'État. On a massacré des gens dans le sud, 2 tiers de la population de Brazzaville à Pointe-Noire, tous les sudistes, les Bas-Congo, même les Téké, même tout, Sassou les a tués. Comment vous allez construire l'après Sassou dans ce cadre-là? Vous avez la France-Afrique qui géostratégique dans la sous-région, puisqu'elle est en train d'être chassée en Afrique de l'Ouest, mais elle cherche à se consolider en Afrique centrale. Donc les stratégies sont là en cours. Est-ce que ces stratégies France-Afrique vont-elles réussir au regard du contexte déjà géopolitique, géostratégique à l'échelle planétaire, et surtout entre l'Occident et le Sud global, où la France-Afrique devient le mouton noir, où il y a beaucoup d'enjeux qui se décident. Donc il y a des formes de résistance qui sont déjà en Afrique centrale, et notamment au Tchad, au Centrafrique, au Cameroun, au Gabon, et aussi chez nous, au Congo-Brazzaville. N'oublions pas la Guinée équatoriale. Donc tout est à suivre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, peuple gabonais et autres, partagez, likez et soyez quelque part, même si vous avez les enjeux nationaux, mais pensez aussi à la géopolitique, parce que tout est imbriqué dans la sous-région. Nous sommes le bassin du Congo, le plus riche du continent. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui très bas, parce qu'on a placé des gens à la tête de nos pays qui ne nous aiment pas, qui sont à la solde du colon, à la solde de l'ordre mondial, etc. Alors que d'autres peuples se battent à prendre des choses en main et se libérer de cette emprise qui est là, qui cherche à ce que nous soyons toujours des esclaves de l'Occident. Jusqu'à combien de temps encore? Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance.